République démocratique du Congo, le chef de l'État s'est rendu dans le Kasaï lundi. Joseph Kabila y prend part à un forum pour la paix. Résistance des violences en Centrafrique. Le président Faustin Archange Touadéra demande un renforcement de la force onusienne pour la sécurité. En Tunisie, des ONG jugent inconstitutionnelle la loi d'amnistie des fonctionnaires impliqués dans la corruption sous la dictature. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur SICAN. Démarrons par des nouvelles de la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila est dans le Kasaï depuis lundi, une région en proie à des violences depuis un an. L'objectif est de participer à un forum pour la paix. Et le président y est allé accompagné de son premier ministre. Suivez. Selon les organisateurs de cette réunion qui doit se tenir pendant 2 jours à Kananga, la principale ville du Kasaï, le président Joseph Kabila Kabange doit en présider la séance d'ouverture ce mardi. Preuve de l'importance que les autorités ont voulu donner à l'événement, le Premier ministre Bruno Tshibala se trouve également aux côtés du chef de l'État. Mais pour l'opposition, le pouvoir joue un jeu ambigu. Selon le député Claudel Loubaya qui assure avoir décliné une invitation à la rencontre, celle-ci n'est qu'un mini-congrès du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie au pouvoir. Quant à Eli Mputu, un porte-parole du rassemblement de l'opposition au Kasaï, il a exigé la présence du gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé, à ses assises. Mais ce dernier est visé par une enquête administrative depuis l'éclatement des violences et est retenu à Kinshasa depuis février. Du côté de la majorité qui réclame sa démission, le gouverneur Kandé fait figure de bouc émissaire idéal. Ancien havre de paix comparé aux turbulences qui secouent depuis 20 ans l'est du pays, le Kasaï s'est embrasé il y a 1 an après la mort en août 2016 du chef coutumier Kamwina Nsapu qui s'était soulevé contre le pouvoir de Kinshasa. Ces violences entre forces de sécurité et milices Kamwina Nsapu ont fait plus de 3000 morts selon l'Église catholique et 1,4 million de déplacés selon les Nations Unies. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra demande un renforcement substantiel de la MINUSCA. L'objectif est d'assurer la sécurité dans son pays. Le chef de l'État a aussi appelé la communauté internationale à ne pas oublier la Centrafrique. Une réunion ministérielle consacrée à la situation en Centrafrique se tenait en effet mardi. La Centrafrique vit un moment critique de son histoire et réclame le soutien des Nations Unies. Le président Archange Touadéra, de peur que la Centrafrique ne tombe dans l'oubli, appelle la communauté internationale à se remobiliser. Près de 4 ans après l'intervention française et onusienne dans le pays, toujours plongé dans la violence, le président a demandé à l'ONU plus de casques bleus et une aide accrue pour ne pas sombrer de nouveau dans le chaos. La réunion à huis clos s'est tenue alors que le pays de 4,5 millions d'habitants s'enfonce dans la crise et que les violences reprennent de plus belle. Le gouvernement peine à établir son autorité au-delà de la capitale Bangui et la majorité de la Centrafrique reste sous la coupe des groupes armés qui se livrent à une véritable prédation des ressources naturelles et commettent des massacres de civils. Constituée de quelques 12 000 hommes, la mission onusienne déployée depuis 2014 dans ce pays d'Afrique centrale doit voir renouveler son mandat en novembre par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les violences se multiplient dans plusieurs zones du territoire. L'opération française Sangaris s'est retirée de Centrafrique début 2016 et récemment, les forces américaines et ougandaises qui opéraient dans l'est du pays contre la rébellion ougandaise de la LRA ont à leur tour quitté le pays, créant un appel d'air pour les groupes armés. Et le 2e symposium des chefs d'état-major de la marine des États riverains du golfe de Guinée s'ouvre à Dakar. On note la participation d'au moins 20 chefs d'état-major de marine de pays riverains, donc du golfe de Guinée, dont le Maroc, le chef d'état-major de la marine française et le chef d'état-major de la marine sénégalaise. Pourquoi il faut intervenir, en particulier dans le golfe de Guinée? Parce que le golfe de Guinée, ça fait près de 5000 km de côte. C'est un endroit qui est très riche
en poissons, qui est très riche en pétrole, en gaz. Voilà. Donc il y a des ressources. Ces ressources, il faut les protéger. Quand on ne protège pas ces ressources, elles sont pillées. Les poissons n'ont pas de frontières et les pirates non plus. Ils peuvent être dans les eaux du Togo et passer dans les eaux du Ghana. Ils peuvent être dans les eaux de la Mauritanie et passer dans les eaux du Sénégal. Et donc, l'échange d'informations entre tous les pays riverains est fondamental. Depuis quelques années, des efforts de coopération sont faits grâce aux rencontres qui sont régulièrement organisées aujourd'hui avec l'appui des coopérants et de nos partenaires dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'équipement, de l'entraînement, mais aussi du renseignement. Au Zimbabwe, l'opposant Evan Mawarire s'est déclaré non coupable des accusations d'incitation à l'émeute pour lesquelles il a été inculpé. C'était mardi lors de la première audience de son procès devant un tribunal de la capitale, Harare. En effet, Evan et un autre opposant, Ocean Chiota, sont poursuivis pour avoir publiquement soutenu en juin à Harare des étudiants en médecine en grève qui protestaient contre le doublement de leurs frais de scolarité. La prochaine audience de leur procès aura lieu le 28 septembre. Le pasteur Mawarire, qui n'est affilié à aucun parti politique, avait lancé début 2016 sur les réseaux sociaux une campagne de protestation contre le gouvernement. Eh bien, le mouvement s'était éteint face à la brutale répression ordonnée par le président Robert Mugabe, et âgé de 93 ans, qui dirige d'une main de fer le pays depuis son indépendance en 1980. Nous poursuivons ce journal, cap à présent sur la Côte d'Ivoire. Les ex-membres des forces nouvelles ont organisé mardi, dans un quartier au sud d'Abidjan, une cérémonie commémorative du début de la rébellion de septembre 2002, sous le signe du pardon, de la réconciliation et de la repentance. Quelques participants nous en disent plus. On a voulu se retrouver l'année dernière, mais Dieu n'a pas voulu que ça se fasse. On se retrouve cette année. D'abord, pour nous, ce sont des moments de retrouvailles, parce que vous avez vu, on est venu de partout pour se retrouver. Également pour voir les parents et des victimes qu'on connaissait et pour échanger avec eux. Mais tout ça sous le sceau vraiment du pardon, de la repentance, de la réconciliation. Triste parce qu'on a des amis qui ne sont pas là. C'est douloureux. Mais heureux parce qu'on a permis à la Côte d'Ivoire d'aller vers la voie démocratique. Je suis une amoureuse de la démocratie. On a quand même permis à la Côte d'Ivoire de donner des cartes d'électeurs à des Ivoiriens. Aujourd'hui, le peuple a besoin de courageux, de personnes qui sont capables, avec courage, de reconnaître qu'ils ont aussi fait du tort et de dire à tous ceux et à toutes celles à qui j'ai fait du tort, je leur demande pardon. Et nous donnons aussi aujourd'hui l'exemple à l'ensemble des acteurs de la vie politique ivoirienne pour qu'il y ait ce courage nécessaire afin que le pays puisse aller de l'avant. En Tanzanie, le quotidien indépendant Mwana Lizzy a été suspendu pour une durée de 2 années. Le gouvernement a fait l'annonce mardi, accusant la publication d'articles visant à inciter à la sédition et à mettre en péril la sécurité de la nation. Suite à plusieurs avertissements, le journal a été suspendu après la publication lundi d'un courrier de lecteurs relayant diverses insultes circulant sur Internet contre le président et le gouvernement, à en croire un porte-parole du gouvernement. Selon ce dernier, la publication de lundi est la dernière en date d'une série de violations de l'éthique, des principes de la profession journalistique par la publication d'articles mensongers, séditieux et mettant en danger donc la sécurité nationale. Que nous dit la nouvelle du côté du Kenya à présent? Le président de la Cour suprême kenyane a dénoncé des menaces formulées par des responsables politiques et leurs partisans contre son institution depuis l'invalidation de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Dans la journée du mardi, des centaines de partisans du président Kenyatta ont été dispersés par la police alors qu'ils manifestaient devant la Cour suprême pour réclamer la victoire de leur candidat afin qu'on le laisse prêter serment. David Maraga, le président de la Cour suprême kenyane, a dénoncé mardi les menaces formulées par des responsables politiques et leurs partisans contre son institution depuis l'invalidation par cette dernière de la réélection du chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta.
Le juge qui s'exprimait au nom de la commission des services judiciaires du Kenya qu'il préside a assuré que la police a ignoré des appels à agir contre ces menaces. Il s'est confié à la presse à la veille de la publication très attendue du jugement complet de la Cour suprême qui doit expliquer en détail la décision prise le 1er septembre dernier d'invalider l'élection du 8 août et notamment préciser les irrégularités qui ont selon elle entaché la transmission des résultats. Toujours dans la journée du mardi, des centaines de partisans du président Kenyatta ont manifesté devant la Cour suprême réclamant que leur favori puisse prêter serment pour un second mandat. Ils ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogènes. Dans le centre du pays, notamment à Nakuru, des manifestations du genre ont été également organisées. En Tunisie, des ONG ont jugé inconstitutionnelle la loi controversée d'amnistie de fonctionnaires, ces derniers impliqués dans la corruption sous la dictature. La loi en question a été adoptée la semaine dernière par le Parlement, malgré son rejet par la société civile et l'opposition. Plus d'1 millier de personnes ont manifesté samedi à Tunis contre une loi controversée d'amnistie de fonctionnaires impliqués dans la corruption sous la dictature, une loi adoptée malgré son rejet par la société civile et l'opposition. Défendue par le président Bédi Caïd Essebsi, cette loi dite de réconciliation a été approuvée mercredi dernier au Parlement à l'issue d'une journée de débat houleux. L'adoption de cette loi a été vivement critiquée par des ONG nationales et internationales. Je dirais que ce projet est un obstacle à la réalisation du processus de justice transitionnelle qui est un processus obligatoire pour l'État tunisien d'après la Constitution, d'une part. D'autre part, ce projet-là ne respecte pas les garanties du procès équitable. Et enfin, je dirais que ce projet-là, au niveau formel, a été adopté en l'absence de l'avis obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature. Au départ, le projet de loi prévoyait l'amnistie de certaines personnes, hommes d'affaires et anciens du régime déchu de Ben Ali, poursuivis pour corruption, en échange du remboursement à l'État des sommes indûment gagnées et d'une pénalité financière. Face au tollé, le texte a été revu pour ne concerner que les fonctionnaires accusés d'être impliqués dans des faits de corruption administrative et n'ayant pas touché des pots de vin. Rencontre entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à New York. C'était à l'occasion des travaux de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Selon le Caire, cette rencontre était destinée à discuter du processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis 2014. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à New York à l'occasion des travaux de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Il s'agit de la première rencontre publique entre les deux hommes. Selon le Caire, elle était destinée à discuter du processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis 2014. Selon un communiqué de la présidence égyptienne, les deux dirigeants ont discuté des moyens de reprendre les négociations de paix en vue de parvenir à une solution juste et globale de la question palestinienne. Lors d'une rencontre lundi à New York avec le Premier ministre israélien, le président américain Donald Trump a assuré qu'un accord de paix israélo-palestinien est possible. Il a surtout affirmé que l'administration américaine ferait tout son possible pour parvenir à régler ce dossier épineux, malgré les échecs à répétition de toutes les dernières initiatives. Il faut dire que les dirigeants palestiniens de leur côté cachent de moins en moins leur frustration vis-à-vis de l'administration Trump, qui s'est gardée jusqu'ici de soutenir la solution à deux États avec la création d'un État palestinien coexistant avec Israël. Et ce sera tout pour ce rendez-vous des informations, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez donc en compagnie des programmes de SICA. Au revoir.